et vers le désenclavement de Kabea-Kamwanga, territoire situé à 45 km de Mbujimaï. On y construit une longue de 30 km, un projet qu'a porté l'ONGD Mututa auprès des autorités de ce secteur, une initiative de l'élu de ce coin du pays, Clotilde de Kapinga Wamulumba. Et pour terminer, le mois de mars dédié à la femme, c'est l'occasion pour la femme albinos de faire entendre sa voix en disant non à toute forme de discrimination liée à la pigmentation de la peau. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration d'une fondation qui défend le droit des personnes vivant avec albinisme. À la fin de cette édition, vous suivrez la lecture d'une série d'ordonnances que vient de signer le président de la République. Donc restez branchés sur la RTNC. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La République démocratique du Congo salue et félicite le Conseil de sécurité de l'Union africaine pour l'identification du M23 comme force négative au même titre que les ADF et les FDLR. C'est le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui a personnellement transmis les félicitations du pays au président en exercice de l'Union africaine et président de la Mauritanie avec qui il a échangé au téléphone ce lundi. Patrick Michel Moukoui. C'est le tout premier contact entre le président congolais et son homologue mauritanien, aussi président en exercice de l'Union africaine, depuis la ferme condamnation par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de violences de droits de l'homme commises par le M23, les IDF et les FDLR. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mohamed Ould Ghazouani ont, au cours d'un appel téléphonique de près d'une demi-heure, passé en revue, entre autres sujets, les conclusions de la réunion tenue ce 8 mars sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a remercié son homologue pour l'accompagnement de l'Organisation régionale africaine aux efforts de paix dans son pays et pour l'endossement par la Commission paix et sécurité de la position de la RDC en s'appuyant sur l'intervention des forces de la SADC dans l'Est du pays. Le président Tshisekedi s'est également félicité de l'identification par le Conseil du M23 comme force négative au même titre que les IDF et les FDLR. Le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine s'est quant à lui réjoui de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du président RD congolais qu'il s'est promis de consulter au besoin. Les deux personnalités se sont engagées à se rencontrer très prochainement à Kinshasa ou à Nouakchott. Et à la suite de la promulgation de l'ordonnance loi numéro 24006 du 12 mars 2024 autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC, son Excellence le président de la République, chef de l'État, a signé l'ordonnance numéro 24/015 du 12 mars 2024 portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, prenant cours le 13 mars 2024. Cette prorogation est décidée conformément aux dispositions de la loi numéro 23/063 du 19 décembre 2023 portant habilitation du gouvernement. C'est une forte délégation d'une trentaine d'étudiants de Harvard Kennedy School qui ont choisi la RDC comme un cas d'étude sous diverses facettes. Le Harvard Africa Caucus a eu une journée d'échange avec quelques membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication et Médias et le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Commentaire en images, Gaëtan Magalano. Ces échanges entre les étudiants d'Harvard et quelques membres du gouvernement ont tourné sur le rôle central que joue la RDC dans le monde. Dans son mot d'introduction, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a circonscrit le contexte de ces échanges et la présence de ces délégations d'étudiants et chercheurs à Kinshasa. On a parlé de santé, on a parlé de mines, on a parlé d'environnement, mais on ne pouvait pas terminer sans parler de la défense parce que la République démocratique du Congo est un pays stratégique et au regard de tous les enjeux qu'il y a, nous pensons que dans le cadre du changement de narratif que nous prenons, ils seront des témoins parce que la République démocratique du Congo n'est pas le pays qui est décrit comme un pays en guerre où ça tire à tous les coins. Ici, ils auront la possibilité, ils ont déjà la possibilité de voir que dans ce pays, il y a la résilience des Congolais. Ces échanges ne pouvaient pas manquer de s'intéresser au secteur de la défense ou de la sécurité nationale avec le vice-premier ministre en charge de la défense nationale.
Jean-Pierre Bemba Gombo est revenu sur la position stratégique de la RDC au regard de tous les enjeux, notamment sécuritaires auxquels le pays fait face. Le directeur général de l'ECG, quant à lui, a évoqué le précieux rôle du cobalt dans la transition énergétique mondiale pour la fabrication de batteries électriques. Il a souligné par ailleurs que la RDC est l'un des pays solutions pour réduire la pollution du gaz à effet de serre. Les évolutions sont importantes. Vous avez suivi comme moi qu'avec la GECAMIN, nous avons mis en place 5 sites pilotes sur l'exploitation responsable de cobalt en RDC. Donc les avancées sont fulgurantes. La rencontre du 11 mars 2024 à Kinshasa a permis à ces étudiants d'Harvard issus de 11 nationalités de comprendre le contexte géopolitique du pays de Lumumba. Et depuis la région militaire du Nord Kivu, nous prenons cette déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je disais donc nous nous rendons au Nord Kivu et bientôt on nous fait signe que nous devons revenir sur cet élément à la fin de ce journal. Et les deux Benjamins du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été invalidés, vous l'avez suivi à travers nos antennes, l'un à Lubudi et l'autre à Kabaré. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des législatives nationales a dit le droit. La Cour a reçu au total 1123 dossiers avec 21 désistements, 525 cas sont recevables et 400 dossiers déclarés recevables mais non fondés. Finalement, ce sont 43 dossiers qui ont été déclarés recevables et fondés et 49 nouveaux députés vont remplacer ceux qui doivent quitter l'hémicycle du Palais du Peuple. On profite bien du mois de la femme. Celles de la primature ont rendu hommage à Jean-Michel Samaloukonde pour l'intérêt accordé à la question du genre. Une activité organisée au Jardin des Premiers avec des dames membres du gouvernement, invitées de marque du chef de l'exécutif central, Pati Tondwango. Pourquoi nous vous célébrons? Cette interrogation du Premier ministre au personnel féminin de son cabinet, des services rattachés à la primature et du secrétariat général a été vite élucidée par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Pourquoi nous vous célébrons? Pour les sacrifices énormes que vous consentez tout au long de la vie de chaque homme ici vu avec grand H. Vous nous portez pendant 9 mois. Vous donnez naissance en bravant la mort, vous nous nourrissez du lait maternel, vous nous apprenez nos premiers pas, vous nous éduquez et vous réalisez beaucoup dans nos vies. Voilà pourquoi nous vous célébrons et voilà pourquoi je vous rends hommage ce jour. Ces moments solennels traduisaient les mois de lutte pour les droits des femmes à l'hôtel du gouvernement. Une opportunité pour les chefs de l'exécutif national de rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive qui a toujours prôné le développement socio-économique de la femme et son épanouissement. En tant que gouvernement, sous la conduite du président de la République et chef de l'État, ils auront une fois de plus un vibrant hommage. Lui-même champion de la masculinité positive. Notre bataille de tous les jours est d'assurer à toutes les femmes et filles une vie meilleure, loin des atrocités de la guerre et avec les ressources nécessaires pour leur réelle émancipation. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge promet de demeurer à jamais défenseur de la cause de la femme. Ainsi, en appelle-t-il aux uns et aux autres de se serrer les coudes pour la cause noble de lutte contre les atrocités et les affres de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les personnels féminins coiffés par Mme Lilan Dani du Collège socio-culturel n'a pas tari d'éloges vis-à-vis du chef de l'exécutif national qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur terrain. Selon elle, le combat de la femme pour ses droits ne doit pas se limiter au seul port d'épargne, mais plus à la conquête de la véritable valeur vers l'essence réelle de la revendication.
Madame Sika, coordonnatrice de la cellule genre au secrétariat général, s'est limitée à la reconnaissance des actions du Premier ministre et chef du gouvernement au bénéfice de la femme. Cette reconnaissance s'est vite traduite par un cadeau d'un taureau et d'une vache offert à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en guise de reconnaissance de ses mérites. Une photo des familles a clôturé cette cérémonie simple mais pleine de signification dans le cadre du mois de mars dédié à la femme. Le ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation à l'élection des gouverneurs au Congo central est connu. Grace Bilolo et Prosper Ntela ont reçu le mandat de cette famille politique en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Reportage Alain Bikaï. Sous la supervision de l'honorable Augustin Kabouya, les 24 députés provinciaux du Congo central, sur 40 que comptent cette province, ont désigné à l'unanimité les tickets gagnants Grace Bilolo de l'AVC et Prosper Ntela de l'UDPS comme candidat gouverneur et vice-gouverneur du Congo central en présence de quelques notables nés Congo. C'était après des tractations politiques entre ces élus et les notables que le consensus a été dégagé. À Rassembleur, le formateur a insisté sur la responsabilité et la sincérité de ses hôtes sur les choix qu'il vient d'opérer sans pression politique. Oh non, Kabouya nous a imposé. Moi je n'impose personne. Ma sécurité est loin là-bas. Vous êtes des grandes personnes. Vous avez décidé en âme et conscience. À cet effet, Augustin Kabouya a interpellé les uns les autres sur leurs responsabilités dans la stabilité des institutions provinciales. Ils vont travailler pour la République et non pas pour les individus. Mais il ne faut plus prendre la charge de vos familles, mettre sur leur tête. Non. Au nom de la délégation, le député provincial Papi Matenzolo a salué la sagesse avec laquelle le secrétaire général de l'UDPS a conduit cette tractation politique avant de faire le point sur cette rencontre. Nous ne voulons plus avoir des désordres dans notre province. Nous voulons accompagner le président de la République. C'est ainsi que nous avons résolu de nous réunir et de venir auprès de l'informateur afin de lui présenter les tickets que nous pensions qui devraient accompagner le président au niveau de notre province. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous est pris les jours de vote. Et puis la 4e et la 5e session des agents et cadres de la Direction générale des impôts ont reçu leur brevet de fin de formation en informatique et en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une session assurée par le Centre d'excellence de l'École nationale des finances, cérémonie qu'a présidé la vice-ministre des Finances. Reportage Eric Nduziloya. Par son excellence madame la vice-ministre. Sur 520 cadres et agents de la Direction générale des impôts DGI admis au Centre d'excellence de l'École nationale des finances NF, 443, dont 210 femmes viennent d'achever leur formation en bureautique et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour compte de la 4e et 5e session. La participation des femmes a atteint plus de la majorité du nombre et c'est fantastique. Je suis très honorée de voir autant de femmes intéressées à une formation informatique et technique, soi-disant domaine des hommes. Mais là, on vient de prouver que l'on peut distinguer au milieu de ces hommes. Le DG de l'ENF, professeur Jean-Paul Niembo Tampakanya, a indiqué que ces récipiendaires ont subi une cure de mise à niveau d'initiation à Windows au réseau Internet en passant par Microsoft Word et PowerPoint. La DGI avait estimé pour Kinshasa le nombre de 2000 agents et cadres qu'il faut former. Nous espérons qu'avant la fin de cette année, ce nombre sera épuisé au même moment que nous allons entamer la formation en province. Edi Moudia Ilusamba, inspecteur coordonnateur représentant les DG de la DGI, empêché, note avec satisfaction ces avancées dans la formation de ces agents. Ce rendez-vous est devenu une coutume de la Direction générale des impôts. Plus de 1000 agents sont formés dans un rythme pédagogique non-stop. Nous tenons ainsi à féliciter et saluer l'efficacité pédagogique de l'École nationale des finances
qui nous fournit des produits de qualité dont la valeur ajoutée dans les rendements des services se fait sentir du jour au jour. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la modernisation des ressources humaines. Les Congolais de la diaspora veulent investir en RDC partout dans le monde. C'est le vœu exprimé par un Congolais investisseur dans les secteurs de l'immobilier en France. C'était au cours de son échange avec le directeur, la directrice nationale adjointe du Fonds national de l'habitat. Profitant de son séjour en France, Madame Pascaline Zamouda, DGA du Fonds national de l'habitat, FONAB en sigle, a répondu à l'invitation du MK Compagnie, qui est une entreprise de construction initiée par Monsieur Martin Kunda, un Congolais de la diaspora, entrepreneur dans le secteur de l'immobilier et depuis plus de 30 ans en France et récemment à RDC, où il détient déjà des installations et offre son expertise sur terrain. Cette rencontre avait pour objet la visite des bureaux ainsi que quelques chantiers en cours et réalisés par l'entreprise. Satisfaite à la fois par les échanges et le travail constaté sur terrain, Madame Pascaline Zamouda a fait savoir sa fierté de découvrir un compatriote qui a s'imposé dans un secteur qui n'est pas simple et à l'étranger. Elle a également profité de l'occasion pour tirer quelques éléments importants qui peuvent servir son établissement, c'est-à-dire le FONAB, dans le cadre de sa mission de promouvoir la construction des logements sociaux, conformément à la vision du chef de l'État sur le développement de l'urbanisme et de l'habitant en RDC, mais aussi pour voir comment capitaliser le partenariat avec MK Compagnie. Et on signale l'arrêt brutal des travaux de modernisation de l'aéroport national de Kindu pour cause des constructions anarchiques sur le site. C'est ce qui justifie la descente sur place de Léonard Ngoma, directeur général de la Régie des voies aériennes. Paulette Lomba. S'enquérir de l'épineux dossier pour la solution aux problèmes qui se posent dans les installations aéroportuaires de Kindu au Maniema, provoquant l'arrêt brutal de travaux de la modernisation de cet aéroport national, tel que voulu par le chef de l'État, c'est les mobiles de la visite du directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA-SA, Léonard Ngomambaki, vendredi dernier, dans le chef-lieu de la province du Maniema. L'accueil chaleureux lui réservé par les habitants de la ville de Kambelembele traduit l'espoir et la satisfaction attendue par la population. Le numéro 1 de la RVA-SA a juste après sa descente d'avion présidé une réunion de prise de contact avec les cadres de cette régie étatique, à sa tête le commandant de l'aéroport Jean-Pierre Wawa, ainsi que le partenaire ayant gagné le marché, notamment Sinohydro et les Tunisiens, pour s'imprégner du dossier. Léonard Ngomamba qui s'est rendu par la suite auprès du gouverneur Idriss Mangala pour les civilités et lui annoncer aussi l'objet de sa visite. Les informations que nous avons, l'aéroport de Kindu a des constructions anarchiques, a été envahi par la population. Puisque l'aéroport national de Kindu est enclavé, la ville est enclavée, nous sommes déterminés que cette affaire puisse finir. Nos partenaires sont en train d'exécuter les travaux, menacés même de cesser les travaux parce qu'il y a des constructions anarchiques sur l'emprise aéroportière. Pour votre information, cet aéroport est d'une importance capitale. Au sortir de la réunion avec le gouverneur, une projection du site de l'aéroport national de Kindu est prévue pour la démolition de toutes les constructions anarchiques aux alentours de l'aéroport. Notez aussi que la population quinoise et les victimes de délinquants communément appelés Kuluna sont invitées à dénoncer ces inciviques et à collaborer avec la police afin de mettre un terme à l'insécurité. L'élu de Moamba, Socrate Mubengai, a initié cette rencontre avec sa base. Cédric Kenila. L'insécurité qui touche la capitale prend de plus en plus une courbe ascendante. Les élus provinciaux prennent la mesure du danger et s'emploient à y mettre fin. Les sujets à occuper les esprits lors d'une conférence débat organisée par l'ASBEL ASM, ami de Socrate Mubengai, autour du thème « L'insécurité à Mongafula ». Quelques victimes des actes des inciviques appelés communément Kuluna étaient présents à ces grands rendez-vous pour témoigner. L'élu de Mongafula, Socrate Mubengai, et son collègue de la commune de Barumbu, Bob Amiso, ont sensibilisé jeunes et vieux sur ces fléaux dont sont victimes la majorité des Quinois, mais précisément les habitants de Mongafula.
C'est un grand travail à faire, mais nous croyons qu'avec l'implication complète de la population de Mongafula, nous pouvons mieux faire et évoluer dans ce sens. Nous sommes dans une démarche qui nécessite qu'il n'y ait pas d'émotion. Nous devons nécessairement mettre de côté toute personne qui est dans ces genres de pratiques. Les élus de Kinshasa aujourd'hui ne sont pas les élus d'hier et nous venons avec des nouvelles pratiques, nous venons avec des nouvelles idées pour qu'il y ait un changement au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les bourgmestres de la commune de Mongafula et les représentants du colonel de la police, chef des districts de Mongafula, ont également pris part à cette conférence. Nous demandons l'implication et des pasteurs, et des prêtres, et de tout le monde, des vrais parents, de revenir à la raison pour que les enfants soient très bien éduqués. Dénoncer ces délinquants, seule arme efficace pour mettre hors état de nuire ces sociopathes. Cette conférence est clôturée par un échange entre participants et organisateurs, comme pour dire la sécurité est une affaire de tous. Le Fonds minier pour les générations futures a une nouvelle délégation syndicale. Dans ce reportage de Cédric Kenina, le déroulé de la cérémonie de son installation. Après l'organisation avec succès des élections syndicales au mois de février dernier, le Fonds minier pour les générations futures passe à la seconde étape qui est l'installation du nouveau bureau élu devant agents et cadres de cette entreprise. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de paix sociale. La joie était au rendez-vous. Effectivement, la joie de voir des délégués syndicaux servir désormais de courroie de transmission avec l'employeur. Les intérêts pour lesquels nous allons militer, ou bien les conditions de travail pour lesquelles nous allons militer pour améliorer, ce sont les conditions de travail pour nous tous. Nous sommes un jeune établissement, nous savons qu'on a encore du parcours à faire, mais ici, déjà, nous sommes partis sur une bonne note. Et pour couronner le tout, le président du conseil d'administration s'est exprimé pour faire montre de sa satisfaction. Un fonds minier de qualité, cela fait unanimité, que ce soit du côté de l'employeur que du côté du personnel. Vous êtes le pont entre l'employeur et les travailleurs. Vous êtes appelés dès maintenant à œuvrer pour la pérennisation d'un climat social et le travail au sein de notre établissement. Les deux parties sont appelées donc à conjuguer des efforts pour prospérer cette entreprise. Nous sommes en plein dans le mois de la femme et la femme justement vivant avec albinisme dit non à la discrimination liée à la pigmentation de la peau. Mireille Kadima, coordonnatrice de la Fondation Fière des Lettres, invite les femmes albinos à s'accepter telles quelles. Un accent est mis sur l'éducation et la scolarisation de la fille albinos. Tété Bungunja. Plusieurs personnes albinos sont sujets d'une discrimination dans la société au même rang que les personnes vivant avec handicap et pourtant l'absence de pigmentation ou mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux ne fait pas perdre à une femme albinos ses aptitudes mentales et autres compétences. En cette période de mois de la femme, Mireille Kadima, coordonnatrice de la Fondation Fière des Lettres, exhorte les femmes albinos à sortir de ces carcans et à s'accepter comme telles. L'intégration, c'est pas facile. Pour s'intégrer, il faut s'imposer pour s'intégrer. Et en tant que femme, doublement femme vivant avec albinisme, c'est pas facile. Parce que je me suis dit, moi je suis femme vivant avec albinisme, je peux faire au-delà même de ce que les hommes peuvent faire. Je dois me démarquer par ma couleur de la peau, je dois me démarquer par mon savoir-faire. Secrétaire de direction au secrétariat général de la jeunesse, Mireille Kadima est très engagée au service. Elle travaille avec abnégation comme les témoins de ses collègues. Nous on l'appelle Mikalo, puisqu'elle est proactive. C'est parmi des personnes qui ne vont pas attendre que vous lui demandez quelque chose ou que vous lui donnez un travail.
elle vient vers vous pour chercher à apprendre. C'est une femme qui travaille, elle fait des recherches, elle travaille comme un homme. C'est une brave femme. Elle est toujours gentille, il n'y a pas de complexe par rapport à sa race. Elle travaille comme toutes les autres femmes. Et pour revenir au thème du mois des droits de femmes 2024, la coordonnatrice de Fiers de l'être pense qu'il est important d'investir également en faveur de femmes vivant avec albinisme. Je lance d'abord l'appel aux parents. Si la jeune fille albinos part à l'école et après avoir fini ses études, vous allez voir que votre investissement sera meilleur. Et aussi, je pars maintenant pour demander à cette femme-là vivant avec albinos qui reste chez soi de s'imposer. Elle compatit aussi avec toutes les femmes, particulièrement avec celles vivant avec albinisme qui subissent des atrocités en cette période vers la partie est de la République démocratique du Congo. La guerre d'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23 ne laisse pas indifférente la diaspora congolaise de Bruxelles en Belgique qui fustige le silence affiché par la communauté internationale. Voilà qui justifie le message d'interpellation des Congolais à la solidarité avec les femmes et enfants victimes de cette guerre. Reportage de Willy Atunakov. Dans son message de circonstance à l'occasion de la Journée internationale de la femme, focalisé essentiellement sur la situation sécuritaire et socio-économique du pays, l'ONG Fondation Générale Mayele, mieux connue pour ses multiples actions de soutien aux vaillants RDC et de solidarité aux femmes et enfants de Goma au Nord Kivu, victimes des atrocités commises par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Message signé par son présidente nationale, Suzanne Mayele Ekouchou, depuis Bruxelles en Belgique, interpelle ses compatriotes congolais sur l'état de santé de la République démocratique du Congo qu'elle considère comme patrimoine commun de tous les Congolais. Aujourd'hui, le 8 mars 2024, toutes les femmes du monde entier célèbrent cette journée qui marque l'émancipation de la femme, mais fort malheureusement en République démocratique du Congo, les femmes du Nord Kivu, notamment celles de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, sont violées, torturées et tuées par les terroristes du M23 sous les yeux inconscients de la communauté internationale. Et aucune justice n'a été rendue en faveur de victimes qui meurent nuit et jour dans la partie est de la RDC. Fin de citation, peut-on facilement lire dans ces messages d'interpellation et d'appel à la solidarité et à l'unité des Congolais. La Fondation Générale Mayele, sous la houlette de sa présidente nationale, Suzanne Mayele Ekouchou, à cette occasion de la Journée internationale de la femme, réitère son indéfectible soutien au FARDC et encourage davantage le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, l'ONG Fogema, à travers son message, présente ses condoléances les plus profondes aux enfants orphelins suite à cette agression barbare et salue la bravoure et le patriotisme de tous ceux qui ont perdu de leur vie pour sauver les Congo. En l'occurrence, le général Mayele Lyoko Bokungu Dona, dit Tigre, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Kimpa Vita et M. Laurent Désiré Kabila. Le FONAREV, cette structure qui lutte entre autres pour que cessent les violences liées au sexe et au genre en RDC, eh bien, le FONAREV, je le disais, poursuit sa campagne de dénonciation des atrocités dont sont victimes les femmes à l'est de la RDC. Une histoire vraie d'une victime que relate Joël Kabasele. La guerre ne cesse de décimer les populations à l'est de la République démocratique du Congo. La femme est la victime la plus touchée de par sa vulnérabilité. Les cas de violence sont légion. Cette histoire vraie, interprétée par le pasteur Joël Kabasele, est émouvante. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. J'étais enceinte de 6 mois lorsque mon village fut attaqué. Mon mari ainsi que mon fils aîné ont été tués devant mes yeux. J'ai été violée et éventrée et on a arraché mon bébé. On l'a jeté dans une fosse septique. Je me suis écroulée, inconsciente, pendant plusieurs heures. À mon réveil, ce n'était plus la même personne. Je n'avais plus rien.
j'étais sans espoir, sans famille. Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Cap sur le Kasaï oriental, cette action va désengorger le territoire de Kabia-Kamwanga, une route de plus de 30 km en pleine construction, ceci grâce au plaidoyer mené par l'ONGD Mutota, une initiative de la députée nationale Clotilde Kapingwa-Mulumba. Commentaire en images. Promouvoir l'égalité et une vie équilibrée passe aussi par la construction de routes et des infrastructures devant faciliter le trafic entre communautés. Clotilde Kapingwa-Mulumba, élue de Kabia-Kamwanga, en fait son cheval de bataille. On la voit ici, pataugeant dans la boue, entourée de constructeurs, architectes et autres investisseurs en visite de prospection sur le terrain. Clotilde Kapingwa-Mulumba voudrait ainsi désengorger Kabia-Kamwanga. Sa première cible, c'est le tronçon Macha-Ndomba, long de 30 km. Notre mission, c'est de mener des plaidoyers en faveur des communautés marginalisées. Donc c'est dans ce cadre-là que notre présidente, Madame Clotilde Kapingwa-Mulumba, a mené et est en train de mener des plaidoyers pour pouvoir réhabiliter la route ou sinon construire la route de Macha à Ndomba. Oui, cette visite consistait uniquement à l'état de lieu de l'axe routier Macha pour Ndomba, que l'entreprise est venue pour prendre connaissance avant de faire les études sommaires. Ce projet est une initiative suivie de près par l'ONGD Mutota, cette dernière qui milite pour améliorer la vie des communautés marginalisées selon la vision de la députée Clotilde Kapingwa-Mulumba. Deuxième atelier d'évaluation du fonctionnement et de renforcement des capacités des animateurs membres du bureau des organismes spécialisés chargés de la dotation de 3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement des communautés impactées par l'exploitation minière. Le lancement des travaux a eu lieu en présence du ministre des Affaires sociales. Commentaire Patricia Ungu. Les exploitants miniers ont l'obligation de donner au ministère de Mines 0,3% de leur chiffre d'affaires conformément au code minier. Cette dotation servira à financer les travaux communautaires des villes ou villages impactés par cette exploitation minière au bénéfice de la communauté. Les animateurs de structures spécialisées de la gestion de cette dotation suivent le séminaire de renforcement des capacités sur la gestion de cette dotation. La ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambay, a ouvert cet atelier en présence du ministre des Affaires sociales, Modeste Muntinga, tout en expliquant l'importance de ces assises. Il sera question d'examiner le fonctionnement des organismes spécialisés, d'en dégager les faiblesses constatées et de proposer des solutions devant permettre d'améliorer les performances de ces derniers. J'entends attirer votre attention en votre qualité d'animateur de DOT sur la responsabilité qui vous incombe dans la gestion ou le compte de vos communautés respectives. Mon souhait le plus ardent est qu'à l'issue de ces travaux, des recommandations pertinentes soient formulées pour corriger les quelques difficultés de gestion. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales s'est réjoui du fait que cette dotation va contribuer à améliorer les conditions sociales de population résidant sur ces sites miniers. On parle à présent de la technologie et de l'innovation en République démocratique du Congo, un centre qui est inauguré et 3 ministres y ont pris part à cette cérémonie. Je parle du ministre de l'Industrie, de la Recherche scientifique et des Postes et Télécommunications NTIC ainsi que celui de la Culture et des Arts. Reportage Rodépanda.
La République démocratique du Congo se veut un acteur majeur sur la scène internationale pour la promotion de la propriété intellectuelle. C'est un ferme engagement pris par le gouvernement congolais à travers cette vision ambitieuse qui va étayer un partenariat stratégique avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, venue de Genève en Suisse. Il est concrétisé en RDC par la création du Centre d'appui à la technologie et l'innovation CATI. C'est mardi, le gouvernement de la République, à travers les ministres sectoriels, à savoir celui de l'industrie, la culture et arts, la recherche scientifique et celui de postes, télécommunications NTIC ont procédé au lancement officiel de ce centre CATI. Chaque ministre a apporté sa contribution par rapport à la politique de l'État dans ces domaines de protection des propriétés intellectuelles. Et le ministre Julien Paluku Kaongia de l'industrie a salué l'organisation de cette formation des innovateurs congolais. Relancer de nouveau les centres d'appui à la technologie et à l'innovation, qui est une structure qui va fédérer tous les inventeurs, les innovateurs congolais, de manière à leur permettre d'être utiles à la société. Et donc, même si en RDC, nous essayons de protéger les marques, de protéger les brevets, on essaie un peu de protéger les inventions, mais nous devons assurer une connexion avec les niveaux internationaux pour que tout ce qui se fait en RDC ait également une protection au niveau international et faire bénéficier à nos inventeurs tous les dividendes qui sont inhérents à leurs inventions, à leurs innovations. La RDC va bénéficier de l'appui de l'OPI car la propriété intellectuelle constitue la clé pour permettre à un pays de promouvoir la transformation de ses matières premières, a déclaré Ikutu Elengi Botoy, chef de la délégation de l'OPI. Ce partenariat, il faut le dire, tient à renforcer l'écosystème de l'innovation avec la facilité d'accès à la protection de la propriété intellectuelle pour les innovateurs et entrepreneurs congolais. Ce centre de technologie et innovation est donc toute une opportunité unique d'attractivité des zones économiques spéciales congolaises pour les inventeurs internationaux. L'UNESCO et l'Agence française de développement s'engagent à soutenir l'enseignement en RDC avec un financement de plus de 137 millions de dollars américains. La signature du protocole d'accord est intervenue au siège de l'UNESCO à Paris. Plus de 15 000 professionnels de l'éducation en République démocratique du Congo bénéficieront d'un accompagnement sur une période de 4 ans. Ce projet financé à hauteur de 9 millions d'euros est rendu possible grâce à la collaboration entre l'Agence française de développement et l'UNESCO dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. L'objectif principal de cet accord est d'améliorer la formation des enseignants du primaire en lecture, écriture et mathématiques, tout en favorisant l'accès des femmes à cette profession. L'ambition est que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Émile Ngoïkasson, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a salué l'initiative du Fonds mondial pour l'éducation pour ce financement, soulignant qu'il s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sans cesse s'engage à étendre la gratuité de l'enseignement de l'école primaire jusqu'au secondaire. Cette réforme a déjà entraîné une forte augmentation du nombre d'élèves, impactant à la fois les infrastructures scolaires et le besoin en personnel enseignant. En plus de renforcer le rôle des directeurs d'école, ce projet vise à raviver les réseaux d'écoles de proximité, offrant ainsi aux enseignants d'établissements géographiquement proches la possibilité de partager leur expérience et bonnes pratiques. Et puis cette annonce, il s'agit du lancement de l'année jubilaire des 70 ans de l'Ovanium. La cérémonie aura lieu ce mercredi 13 mars 2024 à l'université de Kinshasa. L'activité est organisée par l'université de Kinshasa en collaboration avec des universités partenaires d'Europe. 2 grandes activités seront organisées. La messe solennelle à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse et une série de conférences dans la salle Monkoso des cliniques universitaires. Le recteur de l'université de Kinshasa, le docteur Jean-Marie Kayembe, et celui de l'université catholique du Congo, Abbé Léonard Santedi, tiennent à la réussite de cette grande messe jubilaire. Les possibilités de renforcer l'assistance humanitaire en faveur des populations de l'Est. Il en a été question dans un échange entre le ministre congolais des Affaires sociales et une délégation de OCHA. Regardez.
La crise humanitaire qui sévit à l'est du pays continue à préoccuper les instances internationales. C'est tout le sens de cette audience que Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, vient d'accorder à Ramesh Rajasi, représentant des OCHA Genève. Monsieur le ministre et monsieur le directeur ont discuté de l'excellence et continuelle collaboration entre la communauté humanitaire et son ministère et l'ensemble des ministères affiliés, et en particulier avec OCHA, le Bureau de la coordination humanitaire, qui, vu l'ampleur de la crise, a une opération importante. Et cette collaboration franche et productive entre le ministère et OCHA, notre priorité, c'est de leur fournir une assistance de qualité et de la protection pour qu'elles se vivent de manière digne. Il a cité notamment les secteurs de la protection, de la santé, des NFI, de l'eau. Le représentant des OCHA Genève a voulu écouter les ministres Mutinga en ce qui concerne les tableaux humanitaires de la RDC et renforcer ainsi la collaboration entre OCHA et les ministères des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale dans le sens d'envisager une réponse humanitaire appropriée. Toujours au chapitre humanitaire, Modeste Mutinga Mutushai a participé à l'atelier national d'évaluation du renforcement des capacités des animateurs des organismes spécialisés installés à Sultani Hotel. Ce deuxième atelier de renforcement des capacités est très important. Non seulement pour capitaliser les acquis du premier atelier, dont nous voyons aujourd'hui des résultats positifs, mais aussi pour améliorer les résultats de votre gestion. Le 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières devrait servir au financement du développement des communautés locales. Et il y a également la fondation Bamama Bomoko qui a pensé aux femmes vendeuses de déchets des cossettes de manioc du marché Saïsaï à Massina. Sa présidente les a visitées le 8 mars dernier, une façon de les encourager. Yvette Mankoutima. En marge de la célébration du 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, la présidente des Bamama Bomoko a pris l'initiative de rendre un hommage à une catégorie de femmes très souvent oubliées. Ce sont des femmes revendeuses de déchets cossettes de manioc et des maïs communément appelés maman du Poupoula qui se débrouillent ici et là dans la capitale. Celle du marché Saïsaï dans la commune de Massina en Doudou, le phare BDD, Forum d'association pour les renouveaux en esprit et de l'esprit des Grambandoudou, a réuni les notables, cadres et élites autour d'un culte écuménique présidé par Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du diocèse du Diofa, doyen des évêques du Grambandoudou, vice-président de la CENCO et président de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. À travers un exposé, l'officien du jour se servant du récit biblique de 1 Corinthiens 14 qui rappelle l'unité du corps humain et les rôles, combien important de chaque membre pour bien illustrer l'unité dont a besoin le Grand Bandundu. Il a fait les diagnostics et même l'autopsie du grand malaise qui ronge cet espace avant de proposer des pistes de solutions. L'unité, et rien que l'unité, doit être l'ancrage du développement de ces trois provinces, Kwilu, Kwangu et Maïndombe, représentées dans l'espace Grand Bandundu. Plusieurs personnalités étaient de la partie, parmi lesquelles Stéphane Kitutu Oléontois, le révérend père Jean-Raoul Kiyangi Mey, venu de l'Allemagne, et Fidel Kiyangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Les généraux et notables du Kwilu ont manifesté les grands intérêts d'apporter leur pierre à l'édifice. Monseigneur nous a invités donc à une unité de cœur et à une unité d'action. Rappelez-vous, sur le plan historique, l'ex-province de Léopoldville, c'était déjà le Maïndombe, le Kwango, le Kwilu, avec le Bas-Congo. Donc c'est une réalité non seulement géographique, mais c'est une réalité de culture. Il y a des structures intellectuelles, il y a des structures naturelles qui font que le Grand Bandundu n'est pas un mythe. Donc œuvrant dans le sens de conserver l'héritage que nos aînés nous ont donné. Je pense que vraiment les jeunes, non seulement les jeunes, même les aînés, doivent à tout prix continuer à soutenir l'œuvre de notre ami Kantoumé Jean-Marie. Le Bandundu
a toujours été présenté un peu comme le quartier latin de la RDC. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas mettre toute notre culture, tout notre savoir ensemble pour aider le phare, hein? Donc aider Jean-Marie Tantoumé à aller de l'avant. Nous sommes contents que notre frère, Monseigneur José Moko Ekanga, doyen des évêques du Bandundu, vice-président de la SENCO et président de l'association de conférences épiscopales d'Afrique centrale, accepte d'appuyer le phare BDD dans cette action difficile, mais pas impossible, d'amener les fils et filles du Bandundu à se retrouver, non seulement à se rassembler, mais aussi et surtout à s'unir pour le développement. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de gens de Maïndombe, du Kwango, ni du Kwilu. Il n'y a que des Bayaka, Yabandundu. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal et je vous le rappelle à présent, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a signé une série d'ordonnances. Vous en suivrez la lecture juste après cette livraison d'actualité. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Joséphine Liondo l'a rédigé avec nous. Restez branchés sur la RTNC et bonne soirée chez vous.